Bonjour Virginie. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Foix, dans cette boutique atelier. Et on est venu vous rencontrer pour que vous nous expliquiez comment cette boutique a pris forme et pourquoi. Moi, je suis issue d'un parcours comptable à la base. Donc, j'ai fait un BEP, Bac Pro, BTS comptabilité, qui m'a entraînée donc dans les métiers d'assistante de gestion pendant une dizaine d'années. Et il y a 4 ans de ça, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, je refaisais du mobilier, de la peinture pour les amis, pour la famille. Et la passion a pris le dessus. Et du coup, arrivée à la trentaine, je me suis dit, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie ? Et poussée par des amis et puis les gens qui me disaient que j'avais un réel goût pour la décoration, j'ai sauté le pas et j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc c'est une formation de peintre en décor que j'ai faite à l'Institut de formation à l'art et à l'artisanat à Toulouse. Et donc j'ai été diplômée en avril 2014, oui c'est ça. Et ensuite la personne qui m'a formée m'a donné l'opportunité de rester pour enseigner à ses côtés. Donc j'ai fait un perfectionnement sur à peu près 3 mois. Ensuite, j'ai créé mon entreprise en juillet 2014, sous l'atelier Le Bel Esprit, en tant qu'auto-entrepreneur. Et j'ai donc commencé à donner des cours à temps partiel dans ce fameux atelier de Toulouse pour pouvoir garder 15 jours par mois et me consacrer au relooking chez mes clients. Voilà, de leur mobilier, du décor. Et voilà comment ça m'a entraînée là. Du coup, mais ça s'est fait très récemment, début d'année, grosse remise en question sur le fait de continuer à aller à Toulouse ou pas. Et les événements ont fait que j'ai choisi de m'établir sur l'Ariège. Et en fait, Foix s'est imposé de façon directe. Voilà, je recherchais un lieu avec une histoire culturelle, un patrimoine, et dans une rue passante, d'où la rue des Marchands à Foix. Et donc j'ai ouvert il y a 1 mois. Et ça se passe bien, merveilleusement de la clientèle bien. Ouais, ma clientèle déjà qui m'a suivie, donc la clientèle que j'ai depuis 4 ans, de nouvelles personnes et puis un très bon accueil au niveau des Fuxéens, des commerçants. Et j'ai eu l'occasion de participer il y a 2 semaines de ça au salon Talent de Femmes à l'espace Olivier Carole. Et sur 2 jours, j'ai présenté donc du mobilier, la nouvelle collection de chaises et fauteuils puisque c'est quelque chose que je refais depuis très récemment. Et le succès était au rendez-vous. Et depuis 2 semaines, j'arrête pas. C'est génial. C'est super. C'est génial. Et cette reconversion, vous l'avez, comment elle est arrivée à vous? Est-ce que ça a été un parcours facile? Est-ce que ça a été un combat? Est-ce que ça a été un chemin à prendre qui n'était pas forcément... J'ai toujours été baignée dans le domaine de l'artisanat, de la fabrication et du bois. C'est ma mère qui m'a un peu transmis le virus. C'est venu d'une histoire où à l'âge de 7 ans, pour Noël, on a eu des lapins avec ma petite sœur. Et ma mère m'a dit, vous allez apprendre à fabriquer votre clapier vous-même. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Donc très souvent, quand je suis en week-end ou en vacances, je rends visite à ma mère. Et on trouve toujours quelque chose à inventer, à bricoler. Et donc je faisais ça quotidiennement, les week-ends, les vacances. J'ai refait plusieurs intérieurs, dont ma maison, j'en suis à la 2e. J'ai refait des maisons aussi chez des gens. Et donc en fait ça s'est imposé de cette manière. Quand j'ai vendu ma première maison il y a 3 ans, j'ai eu pas mal de visites. Et les gens m'ont dit, mais vous êtes décoratrice ? Et non, pas du tout, je suis secrétaire comptable. Et ils m'ont dit, vous devriez penser à vous reconvertir parce que votre place, elle est là. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et donc j'ai mûri le projet pendant 2 ans, puisque j'étais en train de vendre cette ancienne maison pour m'acheter ma nouvelle demeure. Et les banques, pour vous prêter, elles réclament un CDI. Donc j'en ai parlé avec mon conjoint qui m'a dit, attends un peu. Et quand la maison sera achetée, à ce moment-là, tu feras comme tu as envie. Donc je suis restée 1 an de plus dans mon ancienne entreprise. Mais j'avais déjà contacté la fameuse école dans laquelle j'ai fait ma formation 2 ans auparavant. Donc c'est quelque chose qui me travaillait vraiment. Au niveau des obstacles, oui, puisque la première fois que j'ai fait la démarche pour faire une reconversion professionnelle, je suis allée voir mon employeur de l'époque en lui demandant s'il verrait une objection à ce que je fasse un CIF. Et il m'a dit, si tu veux faire une reconversion professionnelle, tu t'en vas. Donc, il ne m'aurait pas accordé un congé individuel. Et comme ça ne se passait pas bien entre nous depuis plusieurs mois, j'ai pris la décision de complètement abandonner mon métier pour refaire une reconversion professionnelle. Donc j'ai quitté mon emploi en octobre 2013. En décembre 2013, je commençais la formation. Parce que j'avais déjà fait tous les papiers, les devis, contacté les organismes financeurs.
Voilà, on en était au point Oui. de finaliser la chose. D'accord. Après, des obstacles, mis à part celui-là, entre guillemets, pas vraiment. Un obstacle, pour moi, c'est un challenge. Oui. Et j'adore les challenges. D'accord. Parce qu'il y a aussi les obstacles effectivement administratifs, ça peut arriver effectivement. Mais il y a aussi les obstacles des briseurs de rêves, des personnes qui se mettent en travers de votre route pour vous dire non, ne prends pas cette route ou pas ce choix parce qu'il n'est pas judicieux. Est-ce que vous en avez rencontré? Oui, quelques-uns, mais moi je suis quelqu'un de très têtu. Et quand j'ai une idée dans la tête, je laisse rien ni personne me dévier de mon chemin. Voilà. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de gens comme ça dans mon entourage, hein, puisque les gens qui m'entourent sont quand même... j'en ai pas beaucoup, mais ce sont vraiment des proches et qui m'ont soutenu toujours dans mes choix. Et pour ceux qui ne m'ont pas soutenu, ne font plus partie de mes proches aujourd'hui. Voilà. Et donc, est-ce que vous pourriez dire, donc des personnes vraiment vous ont inspiré aussi dans votre choix? Vraiment, la personne qui me vient en tête, c'est ma mère. Puisque elle, plus jeune, elle n'a pas eu l'opportunité de se réaliser. Et elle m'a donné un jour un conseil très judicieux que je n'oublierai jamais. Elle m'a toujours dit, ne suis pas mon chemin. Et si tu as des opportunités, prends-les. Et donc depuis le début, c'est un réel pilier. Et encore aujourd'hui, elle continue de m'aider dans mes réalisations, dans les salons, dans les foires créateurs. Mes grands-parents aussi, essentiellement mon grand-père, qui a toujours été derrière moi, qui me soutient, qui n'a pas été au début emballé par mon choix de rompre mon CDI, mais qui m'a toujours soutenue et qui me soutient encore, et qui se déplace sur chaque salon créateur. C'est beau ça. Pour venir me voir. Donc ça peut être très loin. J'ai eu fait des salons, il y avait 2 heures de route. Et il est toujours venu. Ah oui? Ouais, vraiment. Ça c'est beau, oui. Au niveau des lectures, pas tellement de lectures, je dirais plutôt... un genre de bouquin que je vais appeler une bible quelque part. Hein. C'est Annie Sloan, l'auteur. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la peinture, le relooking de mobilier, aussi les fauteuils, et qui peint beaucoup avec des matériaux tels que la chaux, la peinture à la craie. C'est vrai que j'ai pas mal de livres de cette personne. Et je pense que je me suis inspirée de son savoir-faire pour me lancer aussi. D'accord, très bien. Donc peut-être l'occasion de remercier les personnes qui ont cru en vous et qui sont toujours là pour vous soutenir, peut-être l'occasion. Eh bien, je remercie essentiellement ma mère et mon grand-père. Et aussi donc mon homme que je fais galoper à droite à gauche sur tous les salons pour charger les meubles et décharger les meubles et recharger les meubles et aussi les livrer. Oui. Donc voilà, c'est le petit bonhomme dans l'ombre mais qui est toujours derrière. Super. Et justement, si vous pouviez revenir en arrière et rencontrer la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais de ne pas abandonner, de s'accrocher. Parce que ça n'a pas été facile, mais que ça en valait la peine. Et je lui dirais aussi de s'accorder le droit à l'erreur de temps en temps. Voilà, de ne pas être aussi difficile avec elle-même. Aujourd'hui, que pourriez-vous donner comme conseil à une personne qui voudrait se lancer et qui a peut-être peur? Je lui dirais... Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve. Parce que c'est un petit peu ça qui résume mon expérience aujourd'hui. J'ai été un peu trop longtemps peut-être endormie sur le fait du métier où tout le monde me disait c'est la sécurité, t'as un CDI. Et en fin de compte, le jour où je me suis réveillée, c'était une prise de conscience. Bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est du boulot, c'est des sacrifices, c'est du temps à y consacrer. On voit moins les siens, moins ses amis, moins sa famille. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisque c'est un peu le reflet de nous-mêmes, ce qu'on fait. Et je pense que si on refuse, entre guillemets, de se réaliser, on se ment à soi-même. Et moi, je suis une personne qui ne peut pas vivre dans l'expectative, dans l'imaginaire, en me disant, par exemple, voilà, je me projette 20 ans plus tard, tiens, si tu l'avais fait, t'en serais où aujourd'hui? Donc je préfère essayer, vraiment tester toutes les possibilités, aller dans tous les chemins, avant de pouvoir me dire non, en fin de compte, ça marche pas, laisse tomber. Mais voilà, pour moi, c'est primordial d'essayer et de se donner les moyens de réussir. Il ne faut pas baisser les bras au premier obstacle qu'on va rencontrer, parce qu'il y en a, et il y en aura toujours. Et c'est le lot de chacun, je pense. Il faut avoir cette force en soi, de croire en soi. Et
Je pense, à mon sens, que c'est là la difficulté numéro 1. C'est de se donner le courage de croire en soi. À partir du moment où on croit en soi, je pense qu'on peut passer à travers toutes les failles. D'accord. Donc, cette idée, ouais, peut-être que ça vous avait fait peur aussi, cette idée d'ouvrir une boutique, parce qu'il y a aussi la question financière. Oui. Parce que quand on veut se lancer dans un rêve, bien souvent, on se dit, mais je vais pallier comment à tout ce qui est alimentaire. C'est vrai. Parce qu'il faut en passer par là. Non, c'est vrai, j'ai eu très peur. J'ai passé quand même quelques nuits blanches, vraiment, au point de prendre des vitamines, des choses pour dormir. Parce que voilà, moi là, c'est la nuit que je cogite. La nuit, je refais toute ma journée. Et vraiment, je me suis posé la question, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas parce que j'avais la sécurité d'avoir l'atelier à la maison, donc pas de loyer à verser, pas de charges, enfin des charges, oui, puisque depuis 3 ans en tant qu'auto-entrepreneur, mais c'était voilà, des choses réduites entre guillemets. Là, le fait d'ouvrir une boutique, les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Et on prend conscience quelque part d'un danger qu'on ignorait peut-être avant. Mais voilà, les 2 choses qui m'animent et qui se combattent en moi, c'est la raison ou la passion. Et là, je dois dire que pour une personne plutôt rationnelle comme moi, c'est la passion qui a primé. Voilà. Donc, je me laisse le temps de voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre, ça suit. Et non, parce que comme vous disiez, vous commencez à avoir une clientèle. Oui, tout à fait. Je pense qu'on transmet ça aussi aux gens. Quand on est voilà, quelqu'un de souriant, d'avenant, quand on est passionné par ce qu'on fait, je pense que quelque part c'est communicatif et les gens vous accordent leur conscience, pas aveuglément, mais sans vraiment se poser trop de questions. Parce que je pense qu'on voilà, on doit émaner ça. Et les gens le ressentent. Donc pour l'instant, vous ne regrettez rien. Absolument vous pas. êtes trop contente de votre choix. Ah oui, vraiment, vraiment. Oui. Vraiment. Malgré voilà, toutes ces peurs, toutes ces craintes. Malgré toutes ces craintes que je peux avoir, voilà, je relativise et je me dis, s'il y en a qui l'ont fait, tu peux le faire, quoi. Et oui, c'est très important. Et qu'est-ce que, justement, dans ce registre-là, est-ce que vous aimeriez que quelque chose change, que ce soit au niveau sociétal, personnel Les mentalités au niveau du travail des femmes. Parce qu'on n'est pas assez reconnu. J'ai eu refait récemment des travaux de peinture chez un couple de particuliers. Et c'est vrai que d'autres artisans m'ont regardé un peu, mais tu vas peindre, tu sais faire ça. Oui, je sais faire ça, oui. Et c'est un peu ça qui me choque actuellement. C'est vraiment ce problème de la femme n'est pas capable. Et en fait, c'est le contraire. Souvent, les artisanes sont des femmes de caractère et on ne se laisse pas faire. Donc, on est tout autant capable qu'un homme. Et vraiment, ouais, ce problème de parité dans le travail. C'est ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Ouais, et c'est à cette occasion qu'a été fait le fameux salon Talent de Femmes auquel j'ai participé. Donc c'était un salon fait par les femmes, pour les femmes, vraiment pour montrer qu'on est là, qu'on sait travailler et voilà, se faire connaître au public et être reconnu. D'accord. Et lors de ce salon, effectivement, donc, il y a eu un bon accueil, enfin, ça s'est bien passé, effectivement. Oui, vraiment. On était très nombreuses. L'an dernier, je l'ai raté de peu. Et cette année, je m'y suis pris très à l'avance, presque 1 an à l'avance. Quand j'ai appris que j'avais raté le salon l'an dernier, je me suis inscrite quasiment à la fin du salon de l'an dernier. Je voulais être sûre d'avoir une place. Et on était 54 en tout. C'est le Club Sorop de Foix, Club Sorop International qui organise ça. Et vraiment un accueil très chaleureux. Le public était au rendez-vous. Beaucoup d'hommes. C'est ce que j'avais demandé. Énormément d'hommes qui s'arrêtaient sur les stands. Et c'était ça qui était plutôt surprenant. Donc en fait, les hommes ont été assez présents et réceptifs à ce qui était présenté. Ah oui. Vraiment. Donc non, j'ai eu énormément de visites depuis ce salon. Donc, déjà, oui, ça a répercuté donc, sur votre boutique. Mais voilà, ce regard d'homme, finalement, il était bienveillant. Oui, exactement, encourageant. Justement, des gens qui m'ont dit il n'y a pas assez de personnes comme vous qui font ce métier, et puis de voir des personnes jeunes comme moi se lancer là-dedans, reprendre entre guillemets le flambeau un peu des artisans d'art de l'époque. Et non, vraiment un regard de bienveillance, d'encouragement. Ah, ça fait plaisir. Oui. Du coup, oui. Donc les choses peuvent changer. Oui, mais j'en ai conscience et je pense que c'est en train de changer. Bon, écoutez, qu'on vous écoute. Qu'on m'entende. Qu'on m'entende.
Et j'ai cru comprendre aussi que vous faisiez donc des formations, que vous donniez aussi des formations. Et comment ça se passe? Ça se passe ici? Oui. Ça se passe... Oui, tout à fait. Donc là, on a un espace de vente d'à peu près une trentaine de mètres carrés. Mais à l'arrière, j'ai à peu près 60 mètres carrés en tout. D'accord. Donc en fait, quand il y a des stages ou des formations, l'espace vente se réduit considérablement pour aménager l'espace qui est derrière en espace d'accueil pour le public, pour apprendre à faire des stages de patine, de relooking. Donc la personne vient apprendre soi-même. Okay. Enfin, elle-même à refaire son meuble. D'accord. Donc, pour privilégier la qualité et l'accueil, je prends des sessions que de 4 personnes. D'accord. Voilà, comme ça laisse le temps aux gens donc, de faire connaissance au sein d'un groupe et donc de pouvoir être derrière pour veiller au grain, savoir si toutes les méthodes sont assimilées, voilà, si le travail est bien compris et qu'elles prennent du plaisir surtout. Et donc, c'est pas dans la quantité qu'on prend du plaisir, mais dans la qualité. Tout à fait. Et d'ailleurs, elles viennent avec leurs objets à rénover, leurs meubles. Ouais, le but c'est de venir avec son petit meuble à soi pour ensuite apprendre une patine décorative. Donc elles en voient plusieurs au cours du stage, mais elles vont focaliser leur choix sur une patine. Et donc je les aide à réaliser donc, leur meuble de la phase d'après jusqu'à la phase de finition pour y peindre un décor. Voilà, le but c'est qu'elles arrivent à acquérir des techniques, qu'elles puissent retranscrire elles-mêmes à la maison, seules, donc en parfaite autonomie, sans avoir la panique, qu'est-ce que je fais, comment je procède, et surtout de fabriquer elles-mêmes leur peinture. Ah oui, ça c'est super. Dans les grandes surfaces, on vous vend de l'eau et on vous la vend cher. Ah d'accord. Là, le but c'est d'apprendre à fabriquer ses recettes soi-même et pour un prix accessible à tous. Très bien. Et vous-même, non, vos meubles, vous les trouvez où? Vous les chinez? Comment ça se passe? Alors, il y a des meubles que je chine, mais il y a aussi énormément de dons. Parce que depuis 4 ans que je suis à mon compte, beaucoup de gens savent ce que je fais. Donc, la nature de mon métier. Et j'ai des gens qui passent à la boutique me déposer des meubles. Et j'en ai même carrément qui m'en laissent au portail à la maison. Ah, ça c'est cool. Donc, souvent, quand je rentre le soir, j'ai des meubles qui m'attendent en bas, à côté du portail. D'accord. Puisqu'au lieu de les mettre à la déchetterie, ils viennent me les déposer. Ah bah ça c'est super. Voilà, sachant qu'ils vont retrouver une nouvelle vie. Parlons de ce qu'il y a sur ce mur. Alors ça, ce sont des travaux de peinture en décor, surtout des démonstrations que je fais aux stagiaires quand ils sont en formation. Donc ce sont des imitations d'essence de bois. Donc tout est à la peinture, tout est faux. Ah oui. C'est l'art du trompe-l'œil. D'accord. Donc là, par exemple, face à vous, on a ce qu'on appelle une loupe d'orme, traitée avec un ornement, peint en ombre et lumière, inspiré de l'œuvre de Michel Nadaille, qui est un des ouvriers, qu'on appelle ça, meilleur ouvrier de France. Là, on a une ronce de merisier, pareil, faite en peinture à l'huile, et puis là, on a une ronce de noyer. Voilà, donc ce sont des choses que je peux faire sur des murs, sur des plateaux de meubles. Donc on peut avoir un buffet pas super en mélaminé, se retrouver avec une fausse planche de bois massif dessus, toute peinte en trompe-l'œil. Effectivement. Voilà. Donc ça peut se faire sur du meuble comme ça peut se faire aussi sur du mur. Sur toute surface plane qui a été apprêtée auparavant pour bloquer le fond, puisque l'huile est un matériau gras, donc il ne faut pas que le fond absorbe ce matériau. Donc on apprête notre fond, puis ensuite par superposition de glacis, on vient créer un veinage autour d'une essence de bois connue, ou alors on peut carrément inventer une essence de bois. Et ça se fait au pinceau, à l'épaule, alors il y a une brosserie bien spécifique chez le peintre en décor, donc on utilise essentiellement les soies naturelles, comme les soies de porc pour avoir des effets très marqués. Et puis des soies plus souples, souvent synthétiques, et moins onéreuses que des pinceaux de peintre en décor, pour venir faire tous les petits effets de moirage, les adoucis. Voilà, mais il y a une brosserie bien spécifique pour pouvoir atteindre ce résultat. Oui, j'imagine que pour chaque objet ou chaque chose, il y a effectivement un outillage adéquat. C'est ça, tout à fait. Alors Virginie, je crois qu'on va arriver donc à la fin de cette chronique. Et avant, est-ce que Virginie a des rêves ou un rêve en particulier? Virginie a des rêves plein de valises. Tant mieux. Ça, c'est pas ce qui manque. Il y a quelque chose que j'aimerais faire et que je ferai, c'est sûr. Je voudrais faire une formation, encore, dans l'art du vitrail. Ouais, c'est quelque chose qui me plairait. J'ai toujours aimé le verre.
C'est un matériau que j'adore. Et j'aimerais toucher un peu à ça. D'accord. Et est-ce que c'est possible que ce soit une association? Ce serait complètement en association, puisque du coup, avec du mobilier, je pense qu'on pourrait faire des incrustations très sympas, voire même de la création de mobilier autour donc de... Des pièces uniques, voilà, en somme. Des pièces uniques créées autour de vitraux. D'accord. Tout droit sorti de mon esprit. Ah. Et alors, ce qui me fait venir à l'en-tête de votre boutique, elle s'appelle comment? Atelier décor et d'esprit. Alors, pourquoi? Pourquoi à cause de mon sommeil. On en revient? En fait, le nom m'est venu en pleine nuit. Voilà, beaucoup de mes idées me viennent la nuit. Donc j'ai pour tradition de toujours avoir un petit carnet et un stylo à proximité de ma table de chevet. Un conseil à donner peut-être? Oui, pour les créatifs. Pour les créatifs comme moi qui travaillent la nuit aussi. Hein. Voilà, de garder un petit calepin à côté. Et en fait, le nom m'est venu dans mon sommeil. Et je me revois encore me dresser en criant « Atelier décor et d'esprit !» Et du coup, j'ai eu tellement peur d'oublier. Je me souviendrai, j'ai regardé l'heure, c'était 2h15 du matin. Tout de suite, je me suis empressée donc d'écrire ce nom sur mon calepin afin d'être sûre de ne pas l'oublier. Mais voilà, ça s'est imposé comme une évidence. Super. Et c'est très très beau. Franchement, j'adore. Merci. J'adore. Eh bien Virginie, nous arrivons à l'issue de cette chronique. Et nous avons une tradition. C'est que nous aimons que nos invités nous livrent une citation. Qui vous tient à cœur Je vais revenir sur celle que je vous ai donnée tout à l'heure, puisque c'est vraiment celle qui résume tout, je pense. De ne pas rêver sa vie, mais de vivre son rêve. Parce qu'en fin de compte, tout est là. Bien. Quand on veut, on peut. Ce sera donc le mot de la fin. Merci encore. Merci à vous.